Je suis Audrey, j'ai 27 ans, et je n'aurais jamais pensé me réveiller dans un lit d'hôpital avec des tiges métalliques dans les jambes, pour entendre seulement le message vocal de ma mère disant qu'ils étaient sur le point d'embarquer dans un avion pour l'Italie. L'accident m'avait brisé, mais rien ne faisait plus mal que d'entendre sa voix désinvolte annoncer « On part pour Rome avec Ethan. Ne t'embête pas à nous appeler pendant qu'on y sera. » Mes propres parents m'ont abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux, utilisant mon argent pour leurs vacances de rêve. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que leurs vacances romaines leur coûteraient tout ce qu'ils avaient. Avant que je ne raconte comment j'ai transformé cette trahison, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez déjà dû donner une leçon difficile à votre famille, et abonnez-vous pour savoir comment j'ai annulé plus que leur vol de retour. Ayant grandi dans la banlieue de Chicago, ma famille semblait parfaite de l'extérieur. Mon père, Gérald, travaillait comme professeur d'histoire au lycée. Ma mère, Diane, dirigeait une petite entreprise de tenue de livres à domicile. Et mon jeune frère, Ethan, était la star de l'équipe de basket que tout le monde adorait. J'étais la fille calme et studieuse qui excellait scolairement mais n'obtenait jamais tout à fait la même attention ou les mêmes éloges que mon frère recevait. Malgré cela, je croyais que nous étions proches. Les dîners en famille étaient obligatoires, les week-ends au lac Michigan étaient notre tradition estivale, et les réunions de vacances étaient toujours des affaires élaborées avec la famille élargie. Mes parents avaient toujours mis l'accent sur l'éducation. Alors, quand j'ai reçu une bourse complète pour étudier l'informatique à l'université de l'Illinois, ils étaient fiers. Mais avec le recul, leur fierté semblait plus attachée au fait que mon éducation ne leur coûterait rien plutôt qu'à mon véritable accomplissement. Alors qu'ils assistaient à tous les matchs de basket d'Ethan, ils ont manqué ma remise de diplôme universitaire parce que cela était en conflit avec son tournoi régional. Après l'université, j'ai décroché un emploi chez Techfusion, une entreprise de logiciels en croissance à Chicago. J'ai commencé comme développeur junior mais je me suis rapidement fait remarquer, grimpant les échelons pour devenir ingénieur logiciel senior en 4 ans. Mon salaire a augmenté considérablement, et à 25 ans, je gagnais 6 chiffres. C'est alors que la dynamique familiale a subtilement changé. Mes parents avaient toujours eu du mal financièrement. Le salaire de professeur de mon père était modeste, et l'entreprise de tenue de livres de ma mère avait diminué à mesure que plus de gens passaient au logiciel de comptabilité. Lorsque j'ai reçu ma première prime importante au travail, j'ai proposé de les aider à rembourser une partie de leur dette de carte de crédit. Ils ont accepté avec une gratitude larmoyante, et je me suis senti bien de pouvoir soutenir les personnes qui m'avaient élevé. Mais ce qui a commencé comme une aide occasionnelle est rapidement devenu une attente. En l'espace de 6 mois, je payais leur hypothèque. 3 mois après cela, je couvrais leur paiement de voiture. À 26 ans, je soutenais essentiellement financièrement toute ma famille. Mes parents ont pris leur retraite plus tôt, invoquant des problèmes de santé qui n'ont jamais été tout à fait précisés. Ethan a abandonné l'université, est revenu à la maison et a enchaîné une série d'emplois à temps partiel, n'en gardant jamais un plus de 6 mois parce qu'ils étaient en dessous de lui. Je travaillais 60 heures par semaine pendant que ma famille profitait des fruits de mon travail. Ma mère et mon père ont amélioré leur modeste maison avec une piscine et une cuisine extérieure. Ethan conduisait une voiture de sport dont je payais les mensualités. Il faisait des week-ends dans les États voisins, m'envoyant des photos d'hôtels de luxe et de restaurants chers, toujours avec une légende merci Audrey qui semblait de plus en plus creuse. La tension a commencé à monter lorsque j'ai remis en question certaines de leurs dépenses. Lorsque j'ai demandé pourquoi ils avaient besoin que je paie l'adhésion au club de golf de mon père, il m'a accusé de ne pas vouloir qu'il ait de joie dans sa retraite. Lorsque j'ai suggéré à Ethan de chercher un emploi à temps plein, ma mère l'a défendu, disant qu'il se cherchait et que j'étais un manque de soutien. Malgré ces signaux d'alarme, j'ai continué à pourvoir à leurs besoins. J'avais une feuille de calcul détaillant tous les virements mensuels, $1000 pour leur hypothèque, $800 pour chacune de leurs mensualités de voiture, $2000 pour les dépenses générales, $500 pour le développement de carrière d'Ethan, et d'innombrables extras pour les coûts imprévus qu'ils me faisaient payer. Au total, je leur donnais près de $10 000 par mois, ne me laissant juste assez pour louer un petit appartement et économiser modestement. 2 semaines avant l'accident, j'avais enfin commencé à fixer des limites. Je leur ai dit que je devais réduire leur allocation mensuelle afin de pouvoir économiser pour ma propre maison. La conversation ne s'est pas bien passée. Ma mère a pleuré, mon père a crié, et Ethan m'a traité d'égoïste. Ils m'ont rappelé tout ce qu'ils avaient sacrifié pour m'élever, à quel point ils avaient soutenu mon éducation, et comment les familles étaient censées prendre soin les unes des autres.
J'ai quitté leur maison en me sentant coupable mais déterminé à apporter des changements. Puis l'accident est arrivé. Je rentrais du travail tard le soir, épuisé mais fier d'avoir achevé un projet majeur. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté le côté conducteur de ma voiture à 80 km/h. Je me souviens du crissement des pneus, du verre brisé, et puis plus rien jusqu'à ce que je me réveille à l'hôpital 2 jours plus tard. Les dégâts étaient considérables, les 2 jambes cassées, nécessitant l'insertion chirurgicale de tiges métalliques, 4 côtes cassées, une commotion cérébrale et une hémorragie interne nécessitant une chirurgie d'urgence. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais que ma convalescence serait longue et difficile. J'aurais besoin de plusieurs interventions chirurgicales, 2 mois d'hospitalisation et d'une rééducation intensive. Dans ces premières heures embrumées après avoir repris connaissance, ma première pensée a été pour ma famille. J'ai demandé à l'infirmière de les appeler, certaine qu'ils se précipiteraient à mon chevet en apprenant la gravité de l'accident. Elle m'a dit qu'ils avaient été informés immédiatement après mon admission et qu'ils étaient passés brièvement pendant que j'étais inconsciente. Ils n'avaient laissé aucun message concernant leur retour. J'ai essayé de les appeler moi-même, mais les appels tombaient directement sur leur messagerie vocale. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai reçu le message qui changerait tout sur notre relation pour toujours. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip régulier des machines, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de message vocal. J'ai supposé que c'était le travail qui prenait des nouvelles, alors j'ai tenu le téléphone maladroitement avec mon bras le moins blessé et j'ai appuyé sur lecture, le mettant sur haut-parleur car le tenir à mon oreille était trop douloureux. Audrey, bonjour, chérie, c'est maman. La voix de ma mère semblait joyeuse, presque enjouée. Papa et moi voulions juste te dire que nous sommes à l'aéroport, sur le point d'embarquer pour Rome. Nous avions planifié ce voyage depuis des mois, et maintenant qu'Ethan est de nouveau entre 2 emplois, nous avons décidé de l'emmener aussi. Le médecin a dit que tu serais à l'hôpital pendant un certain temps de toute façon, donc ça ne sert à rien de traîner à Chicago quand on pourrait voir le Colisée, n'est-ce pas? J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Dis-lui de ne pas nous appeler pendant qu'on y est. Les frais d'itinérance internationale sont chers. Oh, oui, a poursuivi ma mère. Gérald dit de ne pas t'embêter à nous appeler pendant que nous sommes à Rome. Les frais d'itinérance sont ridicules, et nous serons de toute façon trop occupés à faire du tourisme. Nous serons de retour dans 3 semaines. L'hôpital a notre email en cas d'urgence. Il y a eu une pause, puis des rires que j'ai reconnus comme étant ceux d'Ethan. Ethan dit « Merci pour l'argent de poche. Ciao, Bella. » Le message s'est terminé, et je suis resté allongé, sous le choc, les analgésiques n'ayant aucun effet sur le nouveau type d'agonie qui se répandait dans ma poitrine. Ils étaient partis en Italie pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec des os cassés et des blessures internes, et ils avaient emmené Ethan avec eux. Lorsque le docteur Monica Lewis est venue me voir 1 heure plus tard, elle m'a trouvé en train de sangloter de manière incontrôlable. La douleur physique était devenue insupportable car j'avais refusé d'appuyer sur le bouton de morphine, une partie de moi sentant que je méritais de souffrir. Elle a immédiatement augmenté ma médication et s'est assise à côté de mon lit, ses yeux bienveillants remplis d'inquiétude. « Votre famille ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes larmes. « Je suis chirurgien traumatologue depuis 15 ans, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. J'ai vu toutes sortes de réactions familiales face aux accidents. Certains campent dans les salles d'attente pendant des semaines. D'autres ne supportent pas de voir leurs proches souffrir et visitent sporadiquement. Mais je n'ai jamais. Elle s'est arrêtée. Ils sont partis en Italie, ai-je murmuré, en vacances, avec mon frère. Le calme professionnel du docteur Lewis affaiblit un instant, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Je suis tellement désolé, Audrey. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi le personnel hospitalier. Les infirmières sont devenues plus attentives, s'arrêtant souvent dans ma chambre même quand ce n'était pas l'heure des médicaments ou des contrôles des signes vitaux. Une infirmière nommée Riley Thomas a passé sa pause déjeuner assise avec moi, me faisant rire avec des ragots d'hôpital et des histoires sur son chien de sauvetage à 3 pattes. Ma colocataire d'hôpital, Samantha Wilson, une femme de 60 ans se remettant d'une opération de la vésicule biliaire, a été témoin de ma crise lorsque j'ai entendu le message vocal pour la première fois. Elle est devenue farouchement protectrice, rabrant un jeune interne qui remettait en question l'absence de membres de ma famille pour discuter de mon plan de soins. Elle est de la famille, a lancé Samantha. Maintenant, expliquez à nouveau les options de traitement, et utilisez des mots plus simples cette fois.
J'ai essayé de rappeler mes parents ce soir-là, pensant qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Encore une fois, directement sur leur messagerie vocale. J'ai envoyé des messages textes qui indiquaient qu'ils avaient été livrés mais n'ai reçu aucune réponse. J'ai même essayé Ethan, pensant que mon frère pourrait au moins vérifier comment j'allais. Après 3 tentatives, il a finalement répondu « Peux pas parler » sur gondole à Venise. Maman dit que tu iras bien. Les infirmières s'occuperont de toi. C'est leur travail. Cette nuit-là, incapable de dormir malgré les analgésiques, je me suis retrouvé à parcourir les réseaux sociaux. C'est là que je l'ai vu. Une photo postée par ma mère 3 semaines plus tôt d'elle, de papa et d'Ethan tenant des impressions de billets d'avion italiens avec la légende « Jour restant avant nos vacances romaines ». 21 jours avant de dire Orchi à Chicago. Ils avaient planifié ce voyage des semaines avant mon accident. Le timing n'était pas une coïncidence malheureuse. Ils avaient choisi d'y aller malgré le fait de savoir que j'étais gravement blessé. En fouillant plus profondément dans leurs publications sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé d'autres preuves de leur tromperie. Ma mère avait posté dans un groupe familial privé à propos de leurs dépenses estivales et de la façon dont ils devaient demander un petit supplément à Audrey ce mois-ci. Il y avait des blagues sur le fait que Rome était cher et qu'Ethan avait besoin d'argent pour faire du shopping de mode italienne. Le coup de grâce est arrivé lorsque j'ai vérifié mes relevés de carte de crédit en ligne et découvert un débit de 15 000 $ à une agence de voyage de luxe datée de seulement 2 jours après mon accident. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné, ils avaient utilisé mon propre argent pour le faire. Les jours qui ont suivi la découverte ont été les plus sombres de ma vie. La douleur physique de mes blessures semblait amplifier l'agonie émotionnelle de la trahison. Chaque séance de physiothérapie douloureuse est devenue un double combat contre mon corps brisé et mon cœur brisé. Je serrais les dents à travers des exercices atroces, les larmes coulant sur mon visage, tandis que le physiothérapeute, un géant doux nommé Marcus, m'offrait des encouragements que je ne croyais pas mériter. « Vous vous en sortez très bien, Audrey », disait-il. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais stupide et utilisée. Alors que je retrouvais lentement de la mobilité, des souvenirs de trahison précédentes ont refait surface comme des éclats d'obus enfouis sortant d'une plaie. Je me suis souvenu de mon 16e anniversaire, lorsque mes parents avaient promis un dîner spécial, pour annuler à la dernière minute parce qu'Ethan avait eu un match de basket inattendu. J'étais resté seul dans notre maison avec un gâteau acheté en magasin, ouvrant mes propres cadeaux. Il y a eu le week-end des parents à l'université qu'ils avaient manqué parce que cela était en conflit avec le tournoi de golf de mon père. Tu comprends, n'est-ce pas, chérie? Tu as toujours été si indépendante, avait dit ma mère. Puis il y a eu mon appendicectomie 3 ans plus tôt. Ils étaient passés brièvement en convalescence mais étaient partis en moins d'1 heure, expliquant qu'ils avaient des billets pour un concert qu'ils attendaient avec impatience depuis des mois. Ce n'est qu'une appendice, avait dit ma mère. Ce n'est pas comme si tu allais mourir. Chaque souvenir apportait de nouvelles vagues de douleur alors que je réalisais que le traitement désinvolte de ma famille n'était pas un nouveau comportement provoqué par le stress de mon accident. C'était leur normalité, et j'avais cherché des excuses pour eux pendant des années. Le personnel hospitalier est devenu ma famille de substitution. Riley, l'infirmière qui passait ses pauses déjeuner avec moi, a commencé à m'apporter des repas faits maison, affirmant que la nourriture de l'hôpital retarderait ma convalescence. Le docteur Lewis passait me voir tous les jours, même quand je n'étais pas dans sa liste de patients. Le concierge de nuit, un homme âgé nommé Walter, s'arrêtait de passer la serpillière pour me parler de ses petits-enfants et m'apporter des biscuits de contrebande de la salle du personnel. Samantha avait été libérée, mais elle revenait me rendre visite 2 fois par semaine, apportant des magazines et des livres audio pour aider à passer le temps. Ma fille pense que je suis au club de bridge, a-t-elle confié avec un clin d'œil. Mais je préfère être ici avec vous. Vous me rappelez elle à votre âge, sauf qu'elle n'a jamais été aussi forte que vous. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais vidé, une coquille passant par les étapes de la guérison alors qu'à l'intérieur j'étais toujours cette fille de 16 ans assise seule avec son gâteau d'anniversaire. Pendant ce temps, la tension financière devenait insupportable. Mon assurance maladie couvrait la plupart des frais médicaux, mais pas tous. Les franchises et les copaiements s'accumulaient, et je continuais de virer automatiquement de l'argent sur les comptes de mes parents chaque mois parce que je n'avais pas l'énergie émotionnelle d'arrêter les paiements. Et puis il y avait les publications sur les réseaux sociaux. Ma famille documentait chaque instant de son aventure italienne. Des photos de mon père et de mon frère mangeant de la glace près de la fontaine de Trevi. Ma mère posant avec de nouvelles lunettes de soleil de marque devant les boutiques de la Via Condotti.
Ethan dans une nouvelle veste en cuir, debout à côté d'une Vespa louée. Le tout avec des légendes comme vivre la Dolce Vita et à Rome, sans une seule mention de moi ou de mon état. Le point de basculement est arrivé 3 semaines après mon séjour à l'hôpital, lors d'une nuit particulièrement brutale où les analgésiques ne faisaient pas totalement effet. Je suis resté éveillé à 3 heures du matin, parcourant un nouvel album de photos de vacances de ma famille, lorsque je suis tombé sur une photo qui m'a complètement brisé. Ma mère, mon père et mon frère dînaient dans un restaurant exclusif sur le toit surplombant le Forum romain, tous levant des coupes de champagne pour un toast. La légende disait, à la liberté et au nouveau départ. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce, où il a heurté le mur et a chuté au sol, l'écran brisé comme mes illusions sur ma famille. L'infirmière de nuit est entrée en courant, alarmée par le bruit. Elle m'a trouvé en train de sangloter, tout mon corps tremblant sous la force du chagrin et de la rage qui éclatait enfin. Ils ne m'aiment pas, ai-je suffoqué entre 2 sanglots. Ils ne m'ont jamais aimé. L'infirmière, une femme plus âgée nommée Patricia, s'est simplement assise sur le bord de mon lit et m'a tenu la main, me laissant pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Lorsque je me suis calmé, ne subsistant que quelques sanglots hoquetants, elle a parlé. « Tu sais ce que je pense ?» a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. « Je pense que quiconque laisserait sa fille seule à l'hôpital pour partir en vacances ne mérite pas ses larmes, et encore moins son argent. » Quelque chose a changé en moi à ces mots. Le sentiment de vide a été remplacé par quelque chose de chaud et de déterminé. Elle avait raison. Il ne méritait pas mes larmes. Il ne méritait pas mon argent. Et surtout, il ne méritait pas le pouvoir que je leur avais donné de me blesser. Cette nuit-là, alors que les premiers rayons de l'aube éclairaient la fenêtre de ma chambre d'hôpital, j'ai pris une décision. Je méritais mieux, et j'allais m'assurer de l'obtenir. Le lendemain matin, j'ai demandé à parler à un travailleur social de l'hôpital. Jessica Martinez est arrivée cet après-midi-là, une femme pragmatique aux yeux bienveillants et un carnet rempli de ressources. Je lui ai tout raconté, ma voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ce que vous décrivez est de l'abus émotionnel et de l'exploitation financière, a-t-elle dit sans embâche après avoir écouté mon histoire. Ce n'est pas parce qu'ils sont de la famille que c'est acceptable. En fait, cela rend les choses pires. Jessica m'a aidé à voir les schémas que j'avais ignorés pendant des années, la manipulation émotionnelle, les culpabilisations, la façon dont ils m'avaient systématiquement isolé des autres relations en exigeant de plus en plus de mon temps et de mes ressources. Elle m'a fourni des documents de lecture sur la codépendance et l'abus financier et m'a mise en contact avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. La guérison n'est pas seulement physique, m'a-t-elle dit. La guérison émotionnelle est tout aussi importante, et parfois plus difficile. Mon appel suivant a été pour Marcus Bennett, un conseiller financier qu'un des médecins m'avait recommandé. Il est venu dans ma chambre d'hôpital le lendemain, ordinateur portable en main et indignation vertueuse sur son visage après avoir entendu ma situation. Regardons exactement à quoi nous avons affaire, a-t-il dit, ouvrant des feuilles de calcul de mes comptes alors que je lui fournissais les mots de passe et les informations. Le tableau qui a émergé était pire que ce que j'avais imaginé. Au-delà des virements mensuels, il y avait de nombreux débits de cartes de crédit que je n'avais pas autorisés. Mes parents avaient accès à la plupart de mes comptes, une configuration que j'avais créée il y a des années pour les aider plus facilement avec les factures. Ils avaient utilisé cet accès libéralement, traitant mes finances comme une extension des leurs. Vous financez essentiellement tout leur style de vie, a dit Marcus, secouant la tête. Et d'après ce que vous m'avez dit sur leurs habitudes de dépenses en Italie, ils n'ont aucune intention de ralentir. Nous avons passé des heures à formuler un plan de séparation financière. Il devait être complet et exécuté en une seule fois pour les empêcher de déplacer de l'argent une fois qu'ils auraient réalisé ce qui se passait. Marcus a recommandé un avocat pour les aspects légaux du démêlage de nos finances. Plus tard cette semaine-là, Benjamin Clark, l'avocat que Marcus avait suggéré, a visité ma chambre. Son expertise en litiges financiers familiaux s'est avérée inestimable car il a exposé mes options. Puisque vous n'avez pas affaire à des parents âgés ayant des problèmes cognitifs, et qu'il n'y a pas de tutelle formelle ou de procuration en place, vous avez tout à fait le droit de couper le soutien financier, a expliqué Benjamin. Ils pourraient essayer de revendiquer un droit à votre soutien, mais légalement, ils n'ont aucun argument. Nous avons discuté des conséquences possibles, y compris la possibilité que mes parents essaient de me poursuivre en justice. Benjamin m'a assuré que leur dossier serait faible mais a suggéré de tout documenter au cas où. Sauvegardez le message vocal, a-t-il conseillé. Faites des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux.
Documentez toutes les dépenses non autorisées. S'ils essaient de vous dépeindre comme la méchante de l'histoire, nous aurons de nombreuses preuves du contraire. Pendant que ces préparatifs étaient en cours, j'ai reçu une visite inattendue. La sœur de mon père, Margaret, que je n'avais pas vue depuis des années en raison d'une brouille entre elle et mes parents, avait appris mon accident d'une manière ou d'une autre. Votre collègue, Ashley du travail, m'a contacté, a-t-elle expliqué, s'asseyant délicatement sur le bord de mon lit d'hôpital. Elle m'a trouvé grâce à votre liste de contacts d'urgence d'il y a des années, avant que vos parents ne vous fassent la retirer. Tante Margaret a révélé des secrets de famille qui ont permis de compléter le puzzle. Mes parents avaient une longue histoire d'irresponsabilité financière, accumulant des dettes et cherchant des renflouements. Avant que ma carrière et mon argent n'entrent en jeu, ils avaient brûlé les ponts avec divers membres de la famille en empruntant de l'argent qu'ils n'avaient jamais remboursé. Ils ont fait la même chose à ton grand-père, m'a-t-elle dit, la voix serrée par une vieille colère. Ils ont vidé ses comptes de retraite pour une croisière pendant qu'il était en soins palliatifs. J'ai essayé de les arrêter, c'est pourquoi nous n'avons pas parlé depuis des années. Elle a également partagé que leur rupture avec elle s'était aggravée lorsqu'elle avait refusé de leur prêter de l'argent pour une multipropriété en Floride il y a 3 ans, à peu près au même moment où j'avais reçu ma promotion et mon augmentation. Ils avaient simplement trouvé une nouvelle source de financement, moi. J'aurais dû essayer davantage de te prévenir, a-t-elle dit, le regret lourd dans sa voix. Mais Gérald a menacé de me couper complètement de toi si j'interférais. Tante Margaret a offert sa maison d'amis comme endroit où je pourrais séjourner pendant ma convalescence après ma sortie de l'hôpital. Tout est de plein pied, et il y a une douche à l'italienne avec des barres d'appui. Je l'avais rénovée pour maman avant qu'elle ne décède. Alors que ma convalescence physique progressait et que mon système de soutien s'élargissait, j'ai tourné mon attention vers la préparation émotionnelle de ce que j'étais sur le point de faire. Ma thérapeute, le docteur Rebecca Collins, m'a aidé à surmonter la culpabilité et la peur qui surgissaient alors que j'envisageais de couper les liens financiers avec ma famille. Vous ne les abandonnez pas, m'a-t-elle assuré lors d'une de nos séances. Vous établissez des limites saines. Il y a un monde de différence entre les deux. À la fin de ma 6e semaine à l'hôpital, le plan était en place. Mes parents et mon frère devaient rentrer d'Italie dans 4 jours. J'avais une liste exhaustive d'actions à entreprendre, des documents légaux préparés et un soutien émotionnel prêt. La douleur physique de mes blessures avait commencé à s'estomper, remplacée par une résolution calme. La nuit avant de mettre mon plan à exécution, Riley m'a apporté le dîner et est resté tard après son service. Nous nous étions rapprochés au fil des semaines, ces visites quotidiennes devenant quelque chose que j'attendais avec une chaleur croissante. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a-t-elle demandé alors que nous partagions une pizza de contrebande dans ma chambre d'hôpital. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. J'ai regardé mes jambes, toujours dans des attelles mais guérissant de plus en plus chaque jour, puis je suis retourné à son visage inquiet. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, ai-je dit. Ils m'ont abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux, ont utilisé mon argent pour le faire, et n'ont montré aucun remords. Si je ne fais pas ça maintenant, rien ne changera jamais. Riley a hoché la tête, tendant la main pour serrer la mienne. Alors je suis avec toi jusqu'au bout. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis l'accident, prête à reprendre ma vie et mes finances au matin. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, un sentiment de détermination m'envahissant malgré mon corps encore en guérison. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. Riley est arrivé avant que son service ne commence, apportant du café et un soutien moral. Prête, a-t-elle demandé, tirant une chaise près de mon lit. J'ai hoché la tête, prenant mon ordinateur portable. Allons-y. Nous avons commencé par les opérations bancaires. Suivant les instructions détaillées de Marcus, j'ai retiré mes parents en tant qu'utilisateurs autorisés de tous mes comptes et j'ai changé tous les mots de passe. J'ai annulé les virements automatiques qui alimentaient leurs comptes courants chaque mois. J'ai transféré la majeure partie de mes économies sur un nouveau compte dans une autre banque, avec laquelle ils n'avaient aucune relation. Viennent ensuite les cartes de crédit. J'ai appelé chaque entreprise, signalé les cartes comme compromises et demandé l'émission de nouvelles cartes avec de nouveaux numéros. Pour la carte que mes parents et Ethan avaient emportée en Italie, j'ai spécifiquement signalé les récentes dépenses comme non autorisées, lançant ainsi un processus d'enquête pour fraude. Benjamin avait conseillé cette approche car techniquement, je ne leur avais pas donné la permission de facturer des vacances de luxe pendant que j'étais inconsciente à l'hôpital. Le service fraude de la société de cartes de crédit va les contacter, ai-je dit à Riley en raccrochant le dernier appel.
C'est peut-être comme ça qu'ils se rendront compte pour la première fois que quelque chose ne va pas. Le moment le plus satisfaisant est venu ensuite. En utilisant le site web de la compagnie aérienne et le numéro de confirmation que j'avais trouvé dans mon email, je me suis connecté à la réservation de leur vol de retour de Rome à Chicago. Mon père avait apparemment utilisé mon email pour la réservation tout en utilisant ma carte de crédit. En quelques clics, j'ai annulé leur billet de retour, recevant un crédit partiel sur mon compte. Ils vont être bloqués en Italie, a demandé Riley, les yeux écarquillés. Seulement temporairement, ai-je répondu. Ils ont leur propre carte de crédit. Ils devront simplement utiliser leur propre argent pour rentrer à la maison, pour une fois. Ensuite, nous nous sommes attaqués aux biens physiques que je payais, la voiture de mes 2 parents et la voiture de sport d'Ethan. J'ai appelé la société de leasing et les ai informés que je ne paierais plus les mensualités de véhicules qui n'étaient pas en ma possession. J'ai pris des dispositions pour que la voiture d'Ethan soit récupérée au parking longue durée de l'aéroport où il l'avait laissée. L'hypothèque était plus délicate. Mon nom n'était pas sur leur maison, donc je ne pouvais rien faire concernant la propriété elle-même, mais je pouvais, et j'ai arrêté les paiements que je faisais. J'ai également contacté leur compagnie de services publics et retiré mes cartes de crédit comme mode de paiement. Un par un, nous avons parcouru la liste, démantelant systématiquement la structure de soutien financier que j'avais construite pour ma famille au fil des ans, forfait de téléphonie mobile, services de streaming, adhésion à des clubs, police d'assurance, factures d'internet et de câbles. Tout ce que je payais, je l'ai annulé ou je me suis dégagé de la responsabilité financière. En milieu de journée, nous avions terminé la majeure partie du plan de séparation financière. Je me sentais plus légère à chaque lien coupé, comme si j'enlevais physiquement des poids qui m'avaient tiré vers le bas. Et leurs affaires, a demandé Riley alors que nous faisions une pause déjeuner. Y a-t-il quelque chose à toi chez eux que tu veux récupérer? J'ai pensé aux bijoux que ma grand-mère m'avait laissés, que ma mère avait empruntés il y a des années. Il y avait aussi des documents importants et des souvenirs dans mon ancienne chambre auxquels je ne voulais pas perdre l'accès. Il y en a, mais je ne peux pas vraiment y aller dans mon état, ai-je dit, montrant mes jambes encore attelées. Riley a souri. Et si tu avais de l'aide? Je suis de repos demain, et mon frère a un camion. Le lendemain, alors que ma famille profitait encore de ses derniers jours en Italie, complètement inconsciente de ce qui l'attendait à la maison, Riley et son frère Danny m'ont aidé à exécuter la dernière phase de mon plan. L'hôpital m'a accordé une journée de sortie, et avec un fauteuil roulant portable et beaucoup de manœuvres prudentes, nous nous sommes dirigés vers la maison de mes parents. J'avais toujours une clé, et le code de sécurité n'avait pas changé depuis des années. Nous sommes entrés légalement, avec le seul but de récupérer mes effets personnels. Benjamin avait fourni des directives claires sur ce que je pouvais légalement emporter pour éviter toute accusation de vol. Nous avons d'abord rassemblé mes documents, acte de naissance, carte de sécurité sociale, ancien passeport, déclaration de revenus. Puis nous avons collecté mes souvenirs personnels, albums photos de mon enfance, prises universitaires que mes parents n'avaient jamais pris la peine d'exposer, cadeaux d'amis qu'ils avaient considérés comme de l'encombrement. Dans la boîte à bijoux de ma mère, j'ai trouvé les bijoux de ma grand-mère, y compris le collier de perles qu'elle avait porté le jour de son mariage et qu'elle m'avait spécifiquement légué dans son testament. Ma mère les avait revendiqués comme siens il y a des années, et les revoir a apporté à la fois de la colère et du soulagement. Elle a porté ça à un gala de charité l'année dernière, ai-je dit à Riley en plaçant soigneusement le collier dans une petite pochette, a posté des photos sur les réseaux sociaux, parlant de bijoux de famille comme si elle ne me les avait pas pris. Dans le bureau de mon père, j'ai trouvé des documents financiers qui confirmaient ce que tante Margaret m'avait dit, des années de mauvaise gestion, des emprunts à des membres de la famille, même une deuxième hypothèque sur la maison dont je n'avais pas connaissance. Cela expliquait pourquoi ils avaient été si désespérés de mon soutien financier malgré le fait de vivre dans une belle maison et de conduire des voitures de luxe. Tout leur style de vie avait été construit sur l'endettement et, plus récemment, sur mes revenus. La découverte la plus surprenante est arrivée dans la chambre d'Ethan. Dans le tiroir de son bureau, j'ai trouvé une carte de visite d'un agent immobilier spécialisé dans les propriétés pour retraités en Floride, ainsi que des brochures pour plusieurs communautés. Agrafé à celle-ci se trouvait un budget manuscrit décrivant combien ils auraient besoin des Audrey chaque mois pour financer le déménagement. Ils avaient prévu de me demander de financer leur retraite anticipée en Floride tout en me laissant payer leur hypothèque existante. Alors que nous chargions le reste de mes affaires dans le camion de Danny, j'ai jeté un dernier regard sur la maison où j'avais grandi. Elle contenait de bons souvenirs, enfouis sous la douleur plus récente. Mais elle ne me semblait plus être un foyer. Le foyer était quelque chose que je n'avais pas encore trouvé,
mais je savais maintenant qu'il serait construit selon mes conditions, avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. De retour à l'hôpital, Riley et Danny m'ont aidé à organiser mes biens retrouvés. Tante Margaret est passée plus tard ce soir-là pour prendre les articles les plus précieux en lieu sûr jusqu'à ma sortie. Tu as fait ce qu'il fallait, m'a-t-elle assuré, les yeux brillants de larmes retenues. Ce sera difficile à leur retour. Mais souviens-toi, tu n'es plus seul. La dernière pièce de mon plan était de créer un nouveau système de soutien. J'ai contacté des collègues avec qui j'avais perdu le contact en raison des exigences constantes de ma famille sur mon temps. J'ai renoué avec de vieux amis de l'université. J'ai accepté des invitations à dîner et j'ai fait des projets pour après ma guérison. Je reconstruisais ma vie pièce par pièce, avec des personnes qui choisissaient d'être là pour moi. En m'endormant cette nuit-là, je me sentais non seulement physiquement plus forte, mais aussi émotionnellement fortifiée. Quelle que soit la tempête qui approchait au retour de ma famille, j'étais prête à l'affronter. Pour la première fois depuis des années, je me défendais au lieu de soutenir tout le monde. Et cela me semblait juste. La tempête a éclaté 3 jours plus tard, plus tôt que prévu. Mon téléphone a explosé de notifications vers 2 heures du matin. Apparemment, ma famille avait tenté de s'enregistrer à leur hôtel à Florence, mais leur carte de crédit avait été refusée. Lorsqu'ils ont essayé d'accéder à leur compte bancaire, ils ont découvert les changements que j'avais apportés. Et lorsqu'ils ont tenté de me contacter, ils se sont retrouvés bloqués sur toutes les plateformes sauf l'email, que j'avais laissé ouvert spécifiquement pour documenter leurs réponses. Les emails ont commencé par être en colère et accusateurs. Qu'est-ce que tu penses faire? Arrange ça immédiatement. Papa. Est-ce une sorte de blague macabre? Nous sommes bloqués dans un pays étranger à cause de toi. Maman? Égoïste. Je suis bloqué en Italie sans argent à cause de toi. Ethan. Au fur et à mesure que la nuit avançait et il réalisait sans doute l'étendue des changements financiers que j'avais effectués, le ton a viré à la manipulation. Chérie, si c'est parce que nous sommes partis en vacances pendant que tu es à l'hôpital, on peut en parler quand on rentrera. Mais en ce moment, nous avons besoin que tu remettes les cartes de crédit pour que nous puissions réserver nos vols. Maman? Audrey, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite. Ta mère est très bouleversée, et tu connais ses problèmes de tension. S'il te plaît, arrange ça tout de suite. Papa. Au matin, ils étaient passés aux menaces. Si tu n'arranges pas ça tout de suite, ne t'attends plus à être la bienvenue dans cette famille. Papa. Je contacte un avocat dès que nous rentrons. Ce que tu fais est illégal. Maman? Tu le regretteras, je te le promets. Ethan. J'ai montré les emails à Benjamin, qui m'a assuré qu'ils n'avaient aucun fondement juridique. Ils réagissent avec violence parce qu'ils ont perdu le contrôle sur vous et vos finances, a-t-il expliqué. Restez forte et tenez-vous en haut plan. J'avais préparé une seule réponse, élaborée avec l'aide de Benjamin, que j'ai envoyée à tous les 3. Je me remets de blessures potentiellement mortelles à l'hôpital, où je me trouve depuis plus de 6 semaines. Pendant ce temps, vous avez choisi de partir en vacances en Italie en utilisant ma carte de crédit sans permission, après m'avoir explicitement dit de ne pas vous contacter pendant votre voyage. J'ai repris le contrôle de mes finances et ne soutiendrai plus votre style de vie. Toute menace ou harcèlement continu sera documenté et partagé avec les autorités si nécessaire. Je suis disposé à en discuter davantage à votre retour, mais uniquement en présence d'un médiateur. Leurs réponses ont été prévisiblement outrées, mais je n'ai pas engagé davantage. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma convalescence et me suis préparé à la confrontation inévitable à leur retour. Il leur a fallu 5 jours pour rentrer à Chicago, ayant dû réserver des vols en classe économique avec leur crédit limité et emprunter de l'argent à des amis pour couvrir les frais d'hôtel jusqu'à leur départ. Riley était avec moi lorsque l'hôpital a appelé pour m'informer que ma famille était dans le hall, exigeant de me voir. Tu n'es pas obligé de les voir aujourd'hui, m'a-t-elle rappelé. Ou jamais, si tu ne le souhaites pas, mais je m'étais préparé à ce moment. J'ai besoin de les affronter, ai-je dit. Mais je ne veux pas le faire seul. Riley a hoché la tête. Je serai juste à côté de toi. J'ai demandé à l'infirmière de leur permettre de monter et j'ai demandé à la sécurité d'être à proximité, juste au cas où. Puis j'ai ajusté mon lit en position assise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu. Ils ont fait irruption dans la pièce comme un petit ouragan, parlant tous en même temps. Ma mère avait l'air ébouriffée, mon père le visage rouge de colère,
et Ethan renfrognait. Ils se sont tus en voyant Riley se tenir protectrice à mes côtés. Qui est-elle? A demandé ma mère. Dites-lui de partir. C'est une affaire de famille. Riley reste, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'étais. Elle est la famille qui a été là pour moi pendant que vous faisiez du tourisme à Rome. Comment osez-vous? A balbutié mon père. Après tout ce que nous avons fait pour vous, c'est comme ça que vous nous remboursez? En annulant nos vols? En coupant nos fonds? En nous mettant dans l'embarras avec nos amis qui ont dû nous envoyer de l'argent? Vous mettre dans l'embarras, ai-je répété, sentant monter la vague de colère vertueuse qui s'était accumulée pendant des semaines. Vous avez laissé votre fille seule à l'hôpital après un accident de voiture presque fatal pour pouvoir partir en vacances avec son argent, et vous vous souciez de l'embarras? Nous avions planifié ce voyage depuis des mois, a protesté ma mère. On ne pouvait pas tout annuler juste parce que tu as eu un accident. Le médecin a dit que tu allais t'en remettre. Je n'aurais peut-être pas pu, ai-je dit doucement. J'aurais pu mourir pendant que vous posiez près de la fontaine de Trévi. Cela vous est-il déjà venu à l'esprit? Un éclair de quelque chose ressemblant à de la honte a traversé le visage de ma mère, rapidement remplacé par une colère défensive. Tu dramatises. Tu n'as jamais été en danger de mort. En fait, si, a interrompu Riley, sa voix d'infirmière professionnelle pleinement efficace. Audrey a eu une hémorragie interne et a nécessité une chirurgie d'urgence. Il y a eu des complications. Les médecins ont envisagé de la mettre dans un coma artificiel à un moment donné. Où étiez-vous quand ils avaient besoin de la famille pour consulter sur ses soins? Ah, c'est vrai. En train de manger de la glace à Venise. Ma famille a semblé momentanément abasourdie. Mais Ethan s'est vite rétabli. Ce n'est pas l'accident, a-t-il ricané. C'est une question d'argent. Tu as toujours été égoïste avec ton succès. Dieu nous en préserve que tu partages un peu avec les gens qui t'ont élevé. Partager, ai-je ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Ethan, j'ai tout payé. Ta voiture, tes fonds de développement de carrière que tu dépenses en jeux vidéo et en addition de bars, le toit au-dessus de ta tête, la nourriture que tu manges. Je n'ai pas partagé. J'ai entièrement soutenu vous tous. Nous sommes tes parents, a dit mon père, comme si cela expliquait tout. Bien sûr que tu devrais nous soutenir dans notre retraite. Vous avez tous les deux un peu plus de 60 ans et êtes en bonne santé, ai-je souligné. La plupart des gens de votre âge travaillent encore. Et même si vous étiez légitimement à la retraite, cela ne vous donne pas le droit de prendre des vacances de luxe à mes frais pendant que je suis allongé dans un lit d'hôpital. La dispute a continué, tournant en rond alors qu'ils essayaient toutes les tactiques de manipulation de leur arsenal. Ils ont essayé la culpabilisation, après tout ce que nous avons sacrifié pour vous élever. Ils ont essayé la manipulation psychologique, vous vous souvenez mal des choses. Nous vous avons toujours soutenu. Ils ont essayé les menaces, vous ne nous reverrez plus jamais si vous n'arrangez pas ça. Ils ont même essayé une fausse inquiétude, nous sommes inquiets pour votre état mental. Peut-être que la blessure à la tête a affecté votre jugement. Malgré tout cela, je suis resté calme, la présence stable de Riley à mes côtés me rappelant que je n'étais plus seul. Finalement, lorsqu'il est devenu clair que leur tactique ne fonctionnait pas, mon père a changé de tactique et a négocié. Très bien. Nous n'aurions pas dû aller en Italie pendant que tu étais à l'hôpital. Nous admettons que c'était inconsidéré, a-t-il concédé. Mais tu ne peux pas nous couper complètement. Nous avons des factures à payer la semaine prochaine. Je ne vous coupe pas d'une petite allocation ou d'argent de poche supplémentaire, ai-je expliqué. J'ai payé pour toutes vos vies. Plus de 10 000 $ par mois, chaque mois, pendant des années. Cela s'arrête maintenant. La couleur a fui du visage de ma mère. Mais l'hypothèque, les voitures? Vous devrez réduire la taille, ai-je dit. Vendez la maison. Trouvez des emplois. Vivez selon vos moyens réels, comme tout le monde le fait. Des emplois, a explosé mon père. À notre âge? C'est ridicule. J'ai trouvé les brochures de la communauté de retraités en Floride dans la chambre d'Ethan, leur ai-je dit. Vous aviez l'intention de me parler de cela avant ou après que vous m'ayez fait signer les chèques? Ils ont échangé des regards coupables, confirmant mes soupçons. Vous m'utilisiez, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement pour la première fois. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Vous avez pris et pris et pris. Et quand j'ai eu besoin de vous une seule fois, vous m'avez abandonné pour des vacances que j'ai payées.
Avez-vous la moindre idée de ce que cela ressent? Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis ma mère, toujours la stratège, a tenté un dernier angle. Audrey, chérie, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Nous avons fait une erreur avec le timing du voyage, et nous sommes désolés, mais ne gâche pas ta famille à cause d'une mauvaise décision. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas la mère qui m'avait élevé, mais une femme qui s'était habituée à utiliser les autres pour obtenir ce qu'elle voulait. Et pour la première fois, j'ai vu clairement comment j'avais permis ce comportement pendant des années. Ce n'était pas une mauvaise décision, ai-je dit doucement. C'était un schéma de choix qui m'a montré exactement où j'en étais avec vous. Et maintenant, je fais mon propre choix. J'ai tendu la main vers le dossier que Riley m'avait tendu, qui contenait des documents que Benjamin avait préparés. Ce sont les conditions dans lesquelles je suis prête à avoir une relation avec vous à l'avenir, ai-je expliqué, tendant le dossier à mon père. Je ne fournirai pas de soutien financier au-delà d'un paiement de transition unique pour vous aider à vous adapter. J'envisagerai d'assister à des événements familiaux si mes limites sont respectées. Je suis ouverte à la reconstruction de notre relation, mais uniquement avec une médiation professionnelle et si un effort sincère est fait de toutes parts. Mon père a feuilleté les documents, son visage s'assombrissant à chaque page. C'est insultant. Nous sommes tes parents, pas des associés. Ce sont mes conditions, ai-je dit fermement. Prenez-les ou laissez-les. Et si nous les laissons, a demandé ma mère, la voix serrée. J'ai soutenu son regard avec fermeté. Alors vous me quittez aussi. Pour de bon cette fois. Ils sont partis sans accepter les conditions, s'emportant avec des menaces et des accusations. Ethan est resté dans l'embrasure de la porte, une expression conflictuelle sur son visage. Ils vont perdre la maison, a-t-il dit. Où suis-je censé aller? Tu pourrais essayer de trouver un emploi, ai-je suggéré, être un adulte. C'est ce que font la plupart des gens à 24 ans. Il a secoué la tête, marmonnant quelque chose sur la loyauté familiale en suivant nos parents. Quand ils furent partis, je me suis effondré contre les oreillers, émotionnellement épuisé mais étrangement paisible. Riley m'a pris la main. Tu l'as fait, a-t-elle dit fièrement. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à la question attentivement. Triste, ai-je admis. Mais aussi libre. Les mois qui ont suivi ont été difficiles mais transformateurs. Ma convalescence physique a progressé régulièrement, avec de petites victoires qui semblaient monumentales. La première fois que je me suis tenu debout avec l'aide de barres parallèles. Le jour où j'ai fait 3 pas avec un déambulateur. Le matin où j'ai réussi à prendre une douche sans aide. Chaque accomplissement a marqué non seulement une guérison physique, mais aussi un renforcement émotionnel. La situation avec ma famille a évolué de manière inattendue. Comme prévu, ils ont dû vendre la maison, incapables de payer l'hypothèque sans mon soutien. Mon père, après des semaines d'emails en colère et un message vocal particulièrement méchant sur les enfants ingrats, a fini par trouver un emploi d'enseignant d'histoire dans un collège communautaire. Ma mère, confrontée à la réalité financière pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte, a commencé à travailler à temps partiel dans une librairie locale. La réaction d'Ethan m'a le plus surprise. Après avoir dormi sur des canapés chez des amis pendant un mois, il s'est présenté au centre de rééducation où j'avais été transféré, maladroit et sur la défensive, mais présent. Je pense toujours que tu as tort à propos de maman et papa, a-t-il dit, se décalant inconfortablement dans la chaise des visiteurs. Mais ce qu'ils ont dit à ton sujet dans la voiture après notre départ de l'hôpital, ce n'était pas bien. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'attendais de lui, et je l'ai acceptée comme telle. Au cours des semaines suivantes, il est venu me rendre visite occasionnellement, nos conversations passant progressivement du drame familial à ses propres difficultés. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-il admis lors d'une visite. Être un adulte, trouver un vrai travail, vivre sans que quelqu'un finance tout. J'aurais pu dire je te l'avais bien dit ou lui rappeler que la plupart des gens se débrouillaient sans aide. Au lieu de cela, j'ai offert quelque chose de plus précieux que de l'argent, des conseils. Je connais quelqu'un chez TechFusion qui cherche un employé de soutien informatique de niveau débutant, lui ai-je dit. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail stable avec de bons avantages et des perspectives d'évolution. Je peux dire un mot si ça t'intéresse. Il a accepté et, à ma surprise, a pris l'opportunité au sérieux. Ce ne fut pas une transformation instantanée, mais le voir me montrer fièrement sa première vraie fiche de paie des mois plus tard suggérait qu'un changement positif était en cours. Mes parents ont mis plus de temps à se rallier. Il y a eu des tentatives de manipulation,
déculpabilisation déguisée en effort de réconciliation et des urgences financières occasionnelles qui semblaient toujours nécessiter mon aide immédiate. À chaque fois, j'ai maintenu mes limites, les renvoyant aux conditions que j'avais fixées. 6 mois après la confrontation dans ma chambre d'hôpital, ils ont finalement accepté de rencontrer un thérapeute familial. Les séances ont été difficiles, avec des vieilles blessures ouvertes et des vérités douloureuses reconnues. Les progrès ont été lents et non linéaires, avec des revers et des percées se produisant de manière imprévisible. La guérison ne consiste pas à oublier ou à faire comme si la douleur n'avait jamais existé, a expliqué le docteur Fiona Marshall, notre thérapeute, lors d'une séance particulièrement tendue. Il s'agit de reconnaître la douleur, de comprendre sa source et de choisir une voie à suivre avec des limites claires et des attentes réalistes. Alors que ma rééducation physique se poursuivait, j'ai trouvé une guérison inattendue en aidant les autres. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien pour les survivants d'accidents de voiture, partageant mon expérience non seulement avec la guérison physique mais aussi avec les conséquences émotionnelles. Chaque samedi, je m'asseyais en cercle avec d'autres dont la vie avait été bouleversée en un instant, écoutant leurs histoires et offrant la compréhension que seuls ceux qui ont vécu un traumatisme peuvent offrir. Les relations que j'avais commencé à reconstruire pendant mon séjour à l'hôpital ont prospéré. Tante Margaret est devenue une présence régulière dans ma vie, nos dîners hebdomadaires étant l'occasion de renouer avec l'histoire familiale que mes parents avaient essayé d'effacer. Mes amitiés se sont approfondies alors que j'apprenais à investir émotionnellement dans des personnes qui me rendaient l'appareil en matière de soins et de respect. Et puis il y avait Riley. Ce qui avait commencé comme une infirmière compatissante prenant soin d'une patiente avait évolué en quelque chose qu'aucune de nous n'avait anticipé. Notre premier rendez-vous officiel a été un pique-nique accessible en fauteuil roulant dans le jardin de l'hôpital. Au moment où j'ai été sorti du centre de rééducation, nous nous voyions régulièrement, construisant une connexion basée sur le respect mutuel et l'attention sincère. « Tu sais ce que j'ai remarqué chez toi pour la première fois ?» a-t-elle demandé un soir alors que nous cuisinions ensemble dans l'appartement accessible que j'avais loué. « Même au plus bas, tu n'as jamais perdu ta dignité. Tu étais blessé, mais jamais brisé. » 9 mois après l'accident, j'ai repris le travail à temps partiel, reconnaissante envers un employeur qui avait gardé mon poste et adapté mes besoins de convalescence en cours. Mes collègues m'ont accueilli avec un bureau décoré de plantes et une carte signée par tout le département. Ma situation financière, qui avait été affectée pendant mon congé médical prolongé, se stabilisait lentement. Sans le fardeau de soutenir ma famille, j'ai pu reconstituer mes économies et même commencer à chercher à acheter ma propre maison. L'ironie ne m'a pas échappé, en arrêtant le drainage financier du soutien de mes parents et de mon frère, je pouvais enfin investir dans mon propre avenir. Un an jour pour jour après l'accident, j'ai organisé une petite réunion dans mon nouvel appartement, une unité au rez-de-chaussée avec de larges portes et un plan ouvert qui accueillait les aides à la mobilité occasionnelle dont j'avais encore parfois besoin. Riley était là, ainsi que tante Margaret, Samantha de l'hôpital, plusieurs collègues devenus amis, et, quelque peu timidement, mes parents et Ethan. Ce n'était pas parfait. Les conversations étaient parfois hésitantes, les vieilles tensions refaisaient surface de temps en temps, mais c'était réel. Une nouvelle dynamique familiale, construite sur l'honnêteté plutôt que l'exploitation. Alors que nous partagions un repas ensemble, j'ai regardé les visages des gens qui avaient choisi d'être là, qui m'avaient soutenu pendant la période la plus sombre de ma vie, et j'ai ressenti une paix que je ne pensais pas possible un an plus tôt. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti sauf Riley, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Une pensée pour une pièce ?» a-t-elle demandé, venant se tenir à côté de moi. Je pensais juste à la façon dont parfois la pire chose qui t'arrive peut conduire au meilleur changement, ai-je dit. Si je n'avais pas eu cet accident, si ma famille ne m'avait pas abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux, je n'aurais peut-être jamais trouvé la force de briser le cycle. Je travaillerais peut-être encore à l'épuisement pour financer leur style de vie, tout en croyant que c'était ça l'amour. Riley m'a pris la main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Et nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. J'ai souri, m'appuyant contre sa présence solide et réconfortante. Ça aurait été la plus grande perte de toutes. Le parcours n'avait pas été facile. Mon corps me faisait encore parfois mal à cause des blessures, et mon cœur portait encore les cicatrices de la trahison de ma famille. Mais j'avais appris que guérir ne signifie pas effacer complètement la douleur. Cela signifie grandir autour d'elle, construire une vie où la douleur n'est qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste et plus riche. Si vous avez déjà eu à reconstruire votre vie après une trahison ou à établir des limites avec une famille qui vous a prise pour acquise, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire dans les commentaires.
Y a-t-il eu un moment où vous avez réalisé que vous méritiez mieux? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de changer? Aimez cette vidéo si vous croyez que parfois la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de trouver la force à travers les défis inattendus de la vie. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour réécrire les règles de vos relations et construire la vie que vous méritez vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire.